Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la page de Picardie Laïque. Alors, bon, c'est un peu particulier, évidemment, vu le contexte du Covid et de la crise sanitaire. Normalement, cet événement aurait certainement dû s'organiser en présentiel, ou en tout cas, ce qu'on a l'habitude de faire, organiser des conférences, des débats, des animations, de participation du public. Mais vu les circonstances, on voulait quand même marquer le coup de cette campagne. Alors, pour rappel, c'est Résistons pour nos libertés ensemble contre la haine et l'exclusion. Et derrière, évidemment, ce titre un peu coupole, il y a toute une série de sous-thématiques qu'on voulait aborder avec des experts et des expertes du terrain. Déjà pour leur donner la parole, pour les mettre en évidence par rapport à évidemment toute leur expertise, le contexte évidemment de leur profession et de leur activité, mais aussi pour faire résonance avec finalement notre pratique à nous dans le champ de l'éducation permanente et aussi dans le champ du travail social, particulier à Picardie Laïque et globalement dans la laïcité, étant donné qu'on a une posture particulière, singulière, quand on fait ce travail auprès des plus vulnérables. Et par exemple, je rappelle à celles et ceux qui ne le savent pas, à la Louvière, nous avons en gestion depuis maintenant 12 ans un abri de jour et un abri de nuit pour personnes sans papier, des personnes sans abri bien évidemment, et aussi les personnes migrantes. Ça nous oblige finalement aussi à faire ce travail pour leurs droits démocratiques, leurs droits culturels, et en même temps montrer par ce travail au quotidien auprès de ces personnes. Évidemment, on est dans le soin, on est dans le care, c'est un mot à la mode hein, dans le champ social. On travaille au plus près de leurs préoccupations, on essaye de vraiment travailler sur la dignité humaine avec notre champ d'action, mais en même temps, on aime et on désire vraiment faire remonter leurs revendications. Donc, donner des droits culturels, donner ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, et je pense qu'on va évidemment évoquer cela avec nos invités du jour, dans le sens où on ne fait pas que du travail social, on fait aussi un travail de reconnaissance et de résonance des problématiques à travers évidemment les experts du vécu que sont les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà, donc globalement, on va aborder cette question de l'alliance et aussi comment endiguer. Alors, l'idéal, mais là, on est vraiment dans l'utopie, abolir la pauvreté, mais on sait évidemment que c'est évidemment un vœu plus que pieux. On voit évidemment les dégâts déjà à l'origine de l'austérité permanente imposée par l'Europe, mais on voit aussi que la crise du Covid nous invite malheureusement à creuser une dette profonde dans les caisses de l'État, nécessaire pour soutenir évidemment le secteur des soins de santé, les secteurs primordiaux qui viennent en priorité défendre et venir supporter ce qui doit être pris en charge pour le bien-être des personnes, mais en même temps, ça va de manière quasi incommensurable créer malheureusement un fossé dans les besoins pour les plus précaires. Alors, on va questionner tout cela avec nos deux invités du jour, que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté. Alors, Laurence Blaisin, qui est directrice de la FEC, Formation, Éducation, Culture, qui est une association d'éducation permanente, mais tu participes aussi avec beaucoup d'activités avec les militants syndicaux de la CSC. Et alors, Céline Nieuwenhuis, qu'on connaît bien, qui est la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, mais qu'on a vu évidemment depuis quelque temps à la télévision par rapport à ses interventions dans l'ancien groupe d'experts qui a travaillé sur la première, le déconfinement et le déconfinement qu'on a connu évidemment à partir du mois de mars, avril et juin. Et alors, tu es aussi co-auteur du livre L'aide alimentaire au cœur des inégalités. Voilà, si vous voulez rajouter des choses après sur vos pratiques, n'hésitez pas. Voilà, je serai un peu le gardien du temps. On va essayer de rester sur une forme assez dynamique d'échange et de débat. Mais première question, et j'ai envie de dire, première question, on va peut-être partir du méta pour revenir après sur le concret, sur la pratique en tant que telle. Comme je le disais en préambule, on pourrait vraiment partir du principe, surtout quand on travaille dans le social, que la pauvreté n'est pas inexorable. Et donc, pour envisager ou sa diminution, voire idéalement son abolition, il faut immanquablement changer la gestion du système et la gestion du système économique et politique pour éviter que de plus en plus de gens tombent dans la misère.
Alors, premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat de départ? Et si vous l'êtes, par quoi commencer? Qu'est-ce qui serait essentiel de faire ou de mettre en œuvre pour justement endiguer ce fléau de la pauvreté croissante? Laurence, Céline, Laurence. D'accord. Mais d'abord, bonjour et bonsoir à toutes et tous. Donc, ici, je vais intervenir comme actrice d'éducation permanente. Donc, à la fois, on travaille aussi avec des groupes précarisés, hein, donc des travailleurs sans emploi, mais on travaille aussi avec des militants syndicaux qui sont dans l'emploi. Et donc, c'est avec ce regard-là que je vais essayer de répondre aux questions de ce débat. La première chose à dire, me semble-t-il, c'est que les chiffres de la pauvreté sont vraiment très, très interpellants en Belgique. Hein. Donc, quand on voit un petit peu qu'on a un enfant sur 4 en Wallonie qui est en risque de pauvreté, 4 enfants sur 10 à Bruxelles, c'est vraiment catastrophique. Il y a une urgence des chiffres. Et on peut évidemment, comme Stéphane l'a dit, aussi repérer qu'il y a des poches dans la population qui sont nettement plus vulnérables que d'autres. Et donc, bien sûr, on pense aux migrants, aux sans-papiers, mais on pense aussi, et de manière de plus en plus large, c'est ce qu'on voit, à des femmes. Hein, donc, les femmes sont globalement plus pauvres que les hommes, aux jeunes qui ont de plus en plus de difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi et donc qui doivent faire appel à l'aide sociale, aux pensionnés qui ont des pensions qui ne sont pas assez dignes pour vivre. Et je voudrais dire finalement, et j'en parlerai un peu plus tard, à toute une série aujourd'hui de travailleurs pauvres. Le travail ne protège plus de la pauvreté. Et bon, on sait aussi qu'avec la crise du Covid, la crise sanitaire, les choses ne vont pas s'arranger. Malheureusement, elles vont bien entendu s'aggraver. Alors peut-être qu'avant je suis d'accord avec ton constat, hein, Stéphane, de dire qu'il va falloir changer de mode de gestion économique et politique, mais peut-être qu'on peut, avant de parler des pistes d'éradication, mettre en évidence à la fois les causes structurelles de la pauvreté, enfin celles que moi je repère comme des causes structurelles, et surtout insister aussi sur le fait que l'éradication de la pauvreté, ce n'est pas juste aider tel ou tel groupe de personnes ou telle personne individuellement, c'est vraiment une question de justice sociale, de cohésion, de se dire qu'on continue à faire société ensemble, et donc c'est vraiment très très important. Alors sur les causes structurelles, on peut quand même repérer que les inégalités ont augmenté, et je vais mettre ici en évidence 3 éléments. Des éléments socio-économiques. D'une part, la question de la distribution des revenus et de l'encadrement des salaires. D'autre part, la question de l'enjeu du travail qui n'est plus un travail protecteur qui permet finalement de se projeter, d'avoir un avenir, de construire sa vie. Et troisièmement, de manière beaucoup plus générale, des politiques qui ont affaibli tout ce qu'on appelle l'état social, c'est-à-dire les services collectifs, la protection sociale et le droit du travail. Alors, sur la distribution des revenus, je crois que c'est vraiment important que les gens se rendent compte qu'en Belgique, la productivité continue à augmenter. Donc, on n'a pas non plus un pays où il n'y a pas de productivité. Mais depuis les années 80, la répartition de la richesse qui est créée par cette productivité va de plus en plus aux détenteurs de capitaux et aux rentiers et de moins en moins au travail. Et ça s'est évidemment renforcé avec toute une série de politiques économiques néolibérales, et notamment, puisqu'on parle de la distribution des revenus, on a en Belgique une loi d'encadrement des salaires, la fameuse loi de compétitivité de 1996, qui fait que malgré le fait qu'une productivité augmente, on va voir que les salaires n'augmentent pas. Et si on prend une ligne du temps, on peut se rendre compte qu'au contraire, par rapport au coût de la vie, les salaires ont diminué ces dernières années. Donc, on est vraiment dans une logique qui est une logique d'appauvrissement même de toute la classe moyenne. Donc, voilà, ça c'est le premier élément que je voulais mettre en évidence. Le deuxième, et justement, je veux parler des travailleurs pauvres, c'est le fait que, on le sait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé le compromis fordiste, la mise en place d'un État social où on s'est dit, mais tiens, finalement, à un moment donné, le travail, si les gens travaillent, ils auront une série de protections sociale, un droit du travail, qui leur permet justement d'avoir une forme d'assurance par rapport au risque de la vie. Un risque de la vie, ça peut être tomber malade, ça peut être évidemment à un moment donné arrêter sa carrière parce
on prend sa pension, ça peut être perdre son emploi. Et on a mis en place toute une série d'assurances qui étaient liées au travail et qui permettaient finalement aux personnes de continuer à se projeter, d'avoir quand même une vie un peu sécurisée. Aujourd'hui, on peut constater que ce qui a fortement augmenté, c'est ce qu'on appelle le travail atypique, donc des contrats à durée déterminée, des contrats à temps partiel. Aujourd'hui, toute une série de formes qu'on va appeler d'auto-emploi, hein, donc quand on voit par exemple les livreurs, Deliveroo, etc. Et que donc le travail aujourd'hui ne joue plus ce rôle de protection. Donc on a une protection sociale en Belgique, une sécurité sociale qui est encore très fortement liée au statut d'avoir un travail et d'avoir un travail stable, ce qu'on appelle la norme de travail. Et or, de plus en plus de personnes n'accèdent plus à ce statut et donc ne sont plus protégées. Et on voit bien que dans les couches de personnes très vulnérables, ce sont celles qui sont soit sans emploi, soit qui ont parfois un pied dans l'emploi, parfois un pied hors de l'emploi, et ça concerne de plus en plus de monde. Et enfin, un troisième élément, c'est que les politiques néolibérales, c'est difficile à expliquer en 2 minutes, mais ont vraiment raboté en fait tout ce qui garantissait contre la pauvreté, notamment avec un définancement des services publics. Or, les services publics sont aussi une barrière contre la pauvreté en donnant accès à la majorité de la population à des services accessibles qui permettent, entre guillemets, un bien vivre. On a vu on constate aujourd'hui que la sécurité sociale a largement été définancée, hein, et on n'est pas au bout de nos peines avec ce type d'enjeu. Donc, ça veut dire que là aussi, on affaiblit l'État social, celui qui permet la cohésion. Et enfin, le droit social, comme je l'ai dit, le droit du travail a été complètement dérégulé et donc n'offre plus les protections non plus. Donc, si tu veux, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que on peut éradiquer la pauvreté, mais il faut d'abord trouver des pistes qui permettent de travailler sur des enjeux beaucoup plus structurels. Et ces enjeux structurels, ils sont malheureusement présents dans notre contexte politique et socio-économique maintenant depuis assez longtemps. Et donc, il faudrait presque une révolution, je dirais, pour se dire qu'on va changer ces politiques austéritaires, qu'on va changer aussi, je dirais, l'idéologie sous-jacente à ce qui est de l'ordre de la gestion de l'État. Et peut-être, je ne sais pas si j'ai encore 1 minute ou 2, ou bien si j'ai 30 secondes. Mais j'en parlerai peut-être alors plutôt par la suite, parce que je pense qu'il y a tout un travail culturel à faire et que les acteurs d'éducation permanente sont ceux qui doivent faire ce travail de sensibilisation, de conscientisation pour réadhérer à des notions telles que l'égalité ou la solidarité. Alors, Céline, par rapport à ce que Laurence vient déjà d'expliciter, effectivement, cette vision peut-être un peu utopique de vouloir abolir la pauvreté, dans le quotidien, dans ta pratique, est-ce que pour toi c'est un vœu pieux ou est-ce que finalement on peut mettre des choses en place et finalement est-ce qu'on peut tendre vers cette noble idée de dire qu'à un moment donné les gens ne seront plus dans la misère, ne seront plus dans les difficultés, dans la grande précarité? Alors d'abord, je corrobore tout à fait tout ce qu'a dit Laurent. C'est une magnifique introduction macro qui me permet de rentrer du coup plutôt sur les questions de terrain, mais quand même de dire que ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec cette crise du Covid, on aura peut-être enfin conscience que la pauvreté n'est pas du fait du simple comportement des individus, ni de leur incapacité à gérer un budget, ni de leur paresse éventuelle. On aura compris là qu'il y a quelque chose de structurel qui est venu, qui était déjà là avant, mais ça a mis quelque part en lumière le fait que la manière dont les choses sont structurées ne permettent pas à une série de personnes en cas de crise, et là on a eu la crise du Covid, mais on sait que les crises font partie de l'histoire du monde et que la permanence des choses n'existe pas, donc on sait qu'il va y avoir d'autres crises et qu'il va falloir s'armer pour ne pas que trop de gens tombent dans la pauvreté. Ça, c'est une première chose. Laurence parlait des services publics et du désinvestissement. On voit en effet, simplement par exemple, pour parler des CPS pendant la crise, on continue à penser qu'il faut compenser les effets d'une crise plutôt que de les prévenir. Ça veut dire que face à une crise comme on a eu, alors il y a eu des systèmes de droits passerelles, de chômage temporaire, etc.
Mais la première chose, c'est qu'on ne se pose pas la question d'emblée de dire les mesures qu'on met en place sont-elles accessibles aux plus fragiles dans notre société. Le chômage temporaire, il tient la route pour plein de monde, sauf pour les plus bas salaires. Le congé parental corona, il ne tient pas la route, même pour la classe moyenne, il est très difficile à prendre. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas, quand on prend une mesure, même dans l'urgence, il faudrait se demander quelle est sa faisabilité pour les plus fragiles, parce que sinon, on augmente la scission entre les uns et les autres. Un exemple, les CPS, plutôt que de donner du cash quelque part aux personnes pour qu'elles puissent s'en sortir, on donne de l'argent aux CPS. C'est à la fois indispensable, mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que les ressources humaines dans les CPS n'ont pas augmenté à la mesure de la pauvreté. Ça veut dire qu'un assistant social qui avait il y a 10 ans 70 dossiers à gérer, il en a aujourd'hui 200 avant la crise Covid et il en aura peut-être 250, 300. Ça veut dire que quel est l'impact de ça concret pour la vie des gens? On sait déjà qu'entre le moment où les personnes vivent une difficulté économique, les premières difficultés où ils se rendent compte qu'ils n'ont plus assez, ils mettent entre 8 mois et 1 an à s'adresser à un service. Vous et moi, si à un moment donné on se rend compte qu'il n'y a plus d'économie, on va d'abord vider les quelques euros sur le compte épargne, on va compter sur la solidarité familiale, etc. Et puis les gens vont passer le pas très difficile, il faut se rendre compte, très difficile, parce que passer la porte d'un CPS ou d'un service social, vu le financement de ces structures, ce n'est pas toujours les endroits les plus accueillants, les plus agréables. Mais en plus, ces services sont saturés. Ça veut dire qu'ils vont tenter de rentrer en lien avec ces services, mais pour, en tout cas, par exemple, une famille sur 4 qui aurait droit au revenu d'intégration sociale ne l'obtient pas. C'est ce qu'on appelle le non-recours en Belgique. Le non-recours est très important en Belgique. Donc, beaucoup de gens ont droit à des aides, mais ne l'obtiennent pas. Soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont droit, soit parce qu'ils savent, mais parce que c'est le parcours du combattant, ils n'arrivent pas à atteindre le service, il manque toujours un papier, et à un moment donné, on perd les gens. Et quand on perd les gens, et là, je pense que c'est un mauvais calcul, et là, peut-être que le politique pourrait à un moment donné s'en rendre compte, ça coûte plus cher à la collectivité de rattraper les gens une fois qu'ils sont tombés que d'éviter qu'ils tombent. Un simple exemple, une famille qui est expulsée d'un logement. Donc, au moment où la famille est expulsée de son logement, elle va se retrouver dans un hébergement d'urgence. Pour la collectivité, une nuit pour une personne en hébergement d'urgence, si on prend tous les coûts, c'est plus ou moins 50 €. Donc, une famille de 4, sur un mois, ça fait 6 000 €. Ça coûte 6 000 € à la collectivité. Prévenir que la personne tombe, ça veut dire payer son loyer pendant X mois. Par exemple, dans un moment comme le Covid, ça aurait pu être une solution, coûte beaucoup moins cher. Donc là, quelque part, et cet exemple peut se décliner, l'aide alimentaire, c'est la même chose. Le système d'aide alimentaire en Belgique coûte à la collectivité énormément d'argent. L'Europe met, je pense, 12 millions d'euros par an pour produire des produits à bas prix, de basse qualité, pour les personnes. Ça coûte moins cher d'autoriser, de proposer et de permettre aux gens d'aller au supermarché du coin, plutôt que de sortir une artillerie avec des bénévoles, des locaux, de la logistique. Donc, c'est quelque part un très mauvais calcul. Et donc, même si, quelque part, la cause ne fait pas l'unanimité, je pense qu'aujourd'hui, ces deux éléments, à la fois la conscience que ce n'est pas de la faute de l'individu, parce que l'État social actif nous a quand même bien baigné dans une vision hyper individuelle de la pauvreté. J'espère que demain, on va peut-être arrêter d'exclure les gens du chômage quand ils ne trouvent pas d'emploi après X temps. Même chose pour la dégressivité. La dégressivité, quelque part, vient dire à la personne, si tu restes trop longtemps sans emploi, mais on diminue le montant. C'est un message aussi de dire, si tu étais plus actif, tu serais sorti. Et comme dernier exemple, je donnerai les PIS, les programmes individualisés d'intégration sociale. Même chose, si la personne n'est pas assez motivée, s'il n'est pas assez active. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a été face à une crise que personne n'a voulu, il faut pouvoir la prendre en charge collectivement et sortir de ce rapport individuel. Et les gens ont été tellement bassinés, on en parlera, je pense, sur à la question suivante. Les travailleurs sociaux eux-mêmes, on a tous été bassinés avec cette idée que la responsabilité était individuelle. Et donc là, face à la crise Covid, je pense que le système est arrivé à ses limites sur ce point-là.
Et la dernière chose sur les flexi-jobs, c'est vrai que on l'a vu pendant cette crise, tous ceux qui sont passés à la trappe, c'est les intérimaires, c'est tous ces contrats précaires. Je lisais encore dans l'Écho il y a 3 semaines, les flexi-jobs, on le vend en poupe. Ça fait mal, je veux dire, ça donne la nausée, parce qu'on sait que si on continue sur un marché de l'emploi tel qu'il est maintenant, à la prochaine crise, c'est encore X% de la population qui va repasser entre les mailles du filet. Donc il va falloir changer de logique, et peut-être qu'aujourd'hui, on verra, on est plus prêt qu'hier, avec ce que cette crise a montré, à changer de logique. Oui, et ce que tu viens d'évoquer assez brillamment, c'est finalement la question, pour revenir un peu au thème de notre débat du jour, c'est la question de l'alliance. Alors, est-ce qu'on fait alliance avec les publics ou au contraire, est-ce qu'on pratique dans l'esprit de l'État social actif une forme de méritocratie, hein, cette contractualisation toujours prouvée, toujours montrée qu'on est actif, qu'on recherche, mais ça épuise les gens. On n'a pas le temps évidemment d'évoquer la santé mentale, mais je pense qu'elle a été vraiment extrêmement malmenée et pendant la période Covid, et on est encore là-dedans, et même avant, quand on vit des situations de précarité extrême, de difficultés vraiment financières. Je pense que la santé mentale est vraiment, en tout cas tout le temps, un petit peu malheureusement balbottée. Est-ce que par rapport à cette question de l'alliance, et justement face aux violences économiques et institutionnelles, ne serait-il pas temps que l'ensemble des travailleurs sociaux, quel que soit leur champ d'action, ou même les travailleurs à l'ONEM, au Forum et compagnie, repensent peut-être à être plus à côté des publics qu'ils doivent aider, qu'ils doivent accompagner, plutôt qu'être dans une espèce de face-à-face, assistant, assisté, et finalement créer un rapport de force qui n'est pas profitable pour les personnes. Laurence ? Mais évidemment, comme actrice d'éducation permanente, je ne peux qu'être d'accord avec toi, puisque notre rôle, c'est, entre guillemets, d'une part, de permettre aux personnes de se sentir à nouveau en capacité de défendre leurs droits et de le faire sur une base collective, et donc de sortir justement de ce rapport d'individu à institution dans lesquels ils sont régulièrement plongés. Donc évidemment, alors moi évidemment je ne suis pas travailleuse sociale, enfin je veux dire, et donc j'ai évidemment peu de conscience des contraintes, des dynamiques qui sont celles dans lesquelles sont mis les travailleurs sociaux. Et la question que je voudrais poser, peut-être que là c'est plutôt Céline qui répondra, c'est de se dire, mais finalement, est-ce qu'un travailleur social a dans ses missions aussi quelque chose qui est plus structurel ou plus collectif, qui est la transformation du social, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on doit simplement suivre individuellement des personnes qui sont rentrées dans l'exclusion, la marginalisation, ou bien est-ce qu'on a dans ces missions de travailleur social, dans la définition du travail social, vraiment quelque chose de plus structurel, qui est de se dire qu'on doit agir, entre guillemets, aussi sur les causes. Et dans ce cas-là, évidemment, il me semble qu'on doit faire un travail beaucoup plus collectif. Mais ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que, donc c'est parler des publics avec lesquels nous travaillons, les publics que je connais, et qui viennent dans nos activités d'éducation permanente, souvent avec un très grand sentiment d'impuissance. Donc, de se dire, mais finalement, le monde est devenu tellement complexe qu'on n'y comprend rien, on ne peut rien faire. Et donc, cette espèce même d'impuissance à dire ce qu'ils vivent et à pouvoir dire ce qui ne fonctionne pas et effectivement à endosser une responsabilité individuelle par rapport à leur parcours. Bien souvent, on a des personnes qui disent « Oui, mais tu sais, je suis tombée malade, donc après j'ai été mis à la porte de mon emploi. Oui, mais tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'études. Hein, » donc ça revient très régulièrement. Ou j'ai fait des conneries quand j'étais jeune, ou ce genre de trucs-là. Et donc, les personnes portent un peu comme ça une charge de la faute, hein, donc dans une société qui est très, très méritocratique. Et donc, l'idée, pour moi, c'est évidemment de se dire que outre le fait qu'on travaille avec elles à
sur base de vécu d'abord et de témoignages de vécu individuels, à les collectiviser et à construire ensemble une conscience critique des causes de ce type de situation. Et je pense qu'il y a aussi tout un travail que les acteurs d'éducation permanente peuvent faire, plus en relais alors vers d'autres institutions, sur ce qui crée aujourd'hui ces impuissances. Et ce qui crée ces impuissances, c'est par exemple un discours très prononcé justement sur l'égalité des chances plutôt que sur le discours sur l'égalité. Et donc effectivement, les personnes ont incorporé cet état social actif, le fait qu'ils doivent mériter leur aide, ils doivent mériter la position qu'ils ont dans la société, et on ne parle que très peu des rapports de domination structurelle qui continuent à exister. On peut se rendre compte aussi que le système scolaire crée aussi beaucoup d'impuissance à dire et à agir, parce que quand on est sorti du système scolaire en n'ayant pas son diplôme, en ayant eu l'impression de ne pas y arriver, on porte aussi encore quelque chose de très profondément difficile, stigmatisant, et qui donne l'impression qu'on n'a pas sa voix à dire, qu'on n'a pas quelque chose à dire dans la société. Donc nous, finalement, en éducation permanente, je crois qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait que les personnes sont expertes de leur vécu, qu'elles ne sont pas seules à vivre une situation, que quand on en parle collectivement, d'une part, ça déculpabilise, ça permet aussi de se dire « ok, c'est pas uniquement de ma faute ». Et par ailleurs, évidemment, on travaille bien sûr à refonder un peu cette notion de solidarité, parce qu'il faut aussi se rendre compte que quand les gens ont peur, les gens ont peur. Et donc la peur crée aussi une forme soit de repli sur soi, soit parfois même de stigmatisation d'autres précaires. Donc on peut voir parfois que chez certains, on va dire c'est à cause des étrangers en fait qu'on n'a plus la même qualité de vie qu'avant, etc. Et donc l'idée, c'est quand même vraiment de pouvoir travailler sur ces peurs, de pouvoir combattre ces peurs, montrer qu'elles n'ont pas de sens, et mettre nous en tout cas dans les groupes, c'est vraiment de se dire que collectivement, on doit défendre nos droits et on doit en conquérir de nouveaux. Donc, par exemple, quand on pourrait se dire, mais c'est quoi conquérir un nouveau droit? Je pense que par rapport au thème du débat, la question de l'individualisation des droits est une conquête que doivent mener les acteurs sociaux, les syndicats, les travailleurs sociaux, mais on doit la mener avec les publics. On doit évidemment, c'est eux qui doivent porter leurs revendications. Donc oui, moi je suis évidemment pour une alliance, même si, comme je le disais, je n'ai pas envie de parler à la place des travailleurs sociaux, étant donné que je dirais qu'on est un peu gâté quand on est dans le secteur de l'éducation permanente. On a un rôle qui est magnifique. Donc on a des moyens pour pouvoir solidariser les gens, pour pouvoir les remettre debout, pour pouvoir travailler avec eux, pour les aider et les mettre en capacité à défendre leurs droits. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes contraintes que dans le travail social. Et donc, Céline, cette question de l'alliance, et par rapport à ce que Laurence évoquait tout de suite, c'est vrai que c'est parfois quasi schizophrénique pour les travailleurs sociaux de se retrouver finalement avec une envie de donner ce pouvoir d'agir ou cette émancipation individuelle et collective avec les publics avec lesquels ils travaillent. Et en même temps, il y a des injonctions institutionnelles qui les obligent à fonctionner autrement. Ça, c'est quand même paradoxal. Alors oui, tout à fait. Mais donc, j'ai en effet une formation et une expérience d'assistante sociale dans un service social pour étrangers en l'occurrence. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est les conditions de travail dans lesquelles sont mis tous ces acteurs du non-marchand ne les aident pas à sortir le nez du guidon. Ça veut dire que dans les CPS, c'est probablement l'extrême, avec justement un rapport très, très individualisé aux personnes et un travail à la chaîne. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on est comme ça dans un travail à la chaîne, sans sortir le nez du guidon et sans connexion à tous ces lieux où on peut essayer de reprendre conscience du jeu dans lequel on joue. En fait, c'est ça. Quand les travailleurs sociaux sont non-stop avec des gens en face d'eux qui sont eux-mêmes aux prises avec le discours très individualisant et donc, comme disait Laurence, qui eux-mêmes sont aux prises avec la culpabilité de la situation dans laquelle ils sont, à un moment donné, et on le voit, les travailleurs sociaux commencent à tenir un discours hyper culpabilisant envers les personnes. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est souvent ceux qui sont impliqués
dans des espaces de réflexion en lien avec l'éducation permanente, etc., et qui peuvent régulièrement prendre conscience du jeu dans lequel ils jouent et donc aussi pouvoir aider les personnes à sortir de cette vision culpabilisante de leur situation, qui est clairement une des premières étapes pour pouvoir avancer et pour pouvoir se dire « Ok, je suis moi aussi victime d'un jeu politique, économique, et c'est à ce moment-là qu'on peut retrouver aussi du pouvoir d'agir. » Et donc, moi, j'ai vraiment envie d'appuyer ça parce que les conditions de travail, souvent, en fait, les travailleurs sociaux ne s'étonnent même plus. Mais l'autre jour, j'étais en discussion avec quelqu'un qui travaille dans un service pour toxicomanes à Liège et je ne sais pas pourquoi on parlait de l'accueil et du café. Et cette personne, ce travailleur social qui travaille en plus de nuit, disait « Ah oui, nous, on a droit à un café offert par l'employeur et le reste, on doit l'acheter. » Donc, je me dis, ces gens travaillent la nuit avec des salaires de misère et c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Mais même cette condition-là de base de pouvoir boire un café, plusieurs cafés pendant la nuit, mais donc c'est de dire aussi quand on est dans des conditions de travail difficiles, on devient de plus en plus aigri. Quand on voit aussi les conditions d'accueil parfois dans les services, les salles d'attente bondées sans un verre d'eau, avec des bureaux défraîchis, avec une mauvaise insonorisation, tout ça n'aide vraiment pas à pouvoir être dans des situations de confort qui permettent à un moment donné de prendre distance. Ce n'est pas simplement le lieu physique, comme je disais, c'est les investissements. Et donc, il faut pouvoir, et c'est là que je trouve que l'éducation permanente est très, très importante pour pouvoir aller vers ces travailleurs sociaux et pouvoir les aider justement à la réflexivité sur dans quoi on est, qu'est-ce qu'on fait. On se rend compte aussi que ces dernières années, les travailleurs sociaux, et depuis quand même un certain temps, et là ça risque de s'aggraver, sont dans une situation où en fait, ils doivent écouter des personnes qui ont des demandes mais où il n'y a pas de réponse. De nouveau, au numéro vert qu'on a sur l'urgence sociale à la Fédération, l'autre jour, j'entendais une conversation entre deux travailleuses sociales. Le téléphone venait de sonner. Il y en a une qui raccroche et qui dit « C'est un homme seul, il vient de perdre son logement, il cherche un logement pour la nuit. » Ah ben, l'autre lui dit un homme seul, faut le rappeler, il faut dire qu'il n'y a rien, quoi. Mais déjà, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est de devoir dire à quelqu'un de la manière la plus bienveillante possible et en pouvant aussi recevoir sa colère qu'il n'y a pas de solution? Et l'autre lui dit, mais est-ce qu'il est tox, ce monsieur? Parce que s'il est tox, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Elle lui dit, ah mais je ne lui ai pas demandé. Et puis elle dit, mais je ne vais pas commencer à lui demander s'il est tox. Mais c'est de dire aussi les imbroglios, les tensions dans lesquelles ils sont. Et ça va s'aggraver. Je veux dire, essayer de trouver un logement pour une famille qui a des revenus bas, c'est devenu quasi impossible. Et donc, que font les travailleurs sociaux? Même chose pour l'emploi. Hein, on doit motiver les gens à chercher de l'emploi. Il y a quand même des boulots où il faut à un moment donné s'arrêter et reprendre les choses en disant non, on va arrêter de comptabiliser le nombre de CV que cette personne a envoyé. Et là, peut-être que le travail social communautaire, pour moi, est vraiment une piste d'action. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les services sociaux ont de plus en plus d'injonctions à faire du chiffre, à dire combien de personnes ils reçoivent par jour, combien de dossiers, est-ce que les objectifs sont rencontrés. Il y a maintenant même des financements où ils sont financés au résultat. Hein, donc, ils doivent pouvoir atteindre des objectifs. Or, le travail social communautaire, c'est un travail social de fond, c'est rassembler les gens, c'est un travail vraiment de longue haleine, mais on se rend compte que ça permet de mettre en fait l'usager du service social à une autre place. Et donc, dans la question, Stéphane, tu parlais de cette relation assistant-assisté. Dans le travail social communautaire, il y a vraiment cette idée, à un moment donné, de mettre la personne à une autre place. Et c'est finalement ce qui va pouvoir être le socle d'un chemin pour la personne pour retrouver sa capacité à militer pour ses propres droits. C'est ça. Être avec, hein, c'est être avec, fédéré dans ce pouvoir d'agir, dans ce pouvoir de conviction que peuvent avoir les gens et surtout les rendre visibles parce que souvent le système a tendance à les invisibiliser volontairement. Et je vous invite à répondre brièvement à la troisième question parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de contenu dans vos deux premières interventions et merci beaucoup pour la qualité de celle-ci. Je reviens sur ce que tu disais, Céline, par rapport à
j'emploie le mot à dessein, hein, l'espèce de tyrannie du résultat dans laquelle sont piégés aujourd'hui les travailleurs sociaux, en tout cas dans certains secteurs, qui les empêche évidemment de prendre du temps, de prendre du temps dans l'intime, dans la relation, de voir avec, au cas par cas ce qui peut être vraiment idoine à faire par rapport à l'accompagnement individualisé, mais aussi peut-être penser à des moments collectifs, de rencontres, de débats. Et on voit évidemment que, je terminerai par là en vous posant la question, on voit finalement que la doxade néolibérale a imposé la culture même, on va dire, de l'entreprise, en tout cas de la productivité au sein même des structures sociales, avec aussi en filigrane le danger de couper des sommes importantes, des derniers filtres de protection. Alors là, évidemment, on questionne évidemment l'avenir, mais quand on voit évidemment ce qu'a mis en lumière la crise Covid et qu'on voit le détricotage progressif de ces moyens depuis des années et des années avec l'austérité, avec déjà la crise de 2008 et autres, on a vraiment l'impression qu'on arrive dans une situation où comment on va encore faire pour pouvoir les aider, ces personnes. Et là, j'inverse malheureusement ce que je disais tout à l'heure, on avait peut-être l'espoir et l'utopie d'abolir la pauvreté. Ici, j'arrive peut-être avec un constat un peu peut-être plus sombre, de dire, est-ce qu'on va encore avoir les moyens et les budgets pour pouvoir fonctionner? Laurence? Mais, je pense que, bon, d'abord, il faut quand même se rendre compte que tout le monde n'a pas vécu cette crise de la même manière. Hein. Donc, il y a quand même des personnes qui ont continué à s'enrichir pendant la crise, et qu'il faut peut-être aujourd'hui se dire qu'on a un espèce de momentum. Hein. Donc cette crise, comme Céline l'a dit en répondant à la première question, elle a permis de mettre en lumière des défaillances structurelles de notre société. Elle les a approfondies, elle les a vraiment... oui, enfin, je veux dire, c'est comme si on avait une loupe, en fait, qui nous a permis de nous rendre compte d'un certain nombre de choses en termes de sécurité sociale, les métiers essentiels qui ne sont pas assez payés, certains qui s'en sortent, enfin, les employeurs qui continuent, et ça, je pourrais aussi raconter, à faire venir leurs travailleurs dans des conditions sanitaires qui étaient vraiment désastreuses. Enfin bon, donc vraiment, cette loupe, elle a montré que, comme tu le dis, on est dans une société néolibérale où finalement la cohérence d'un certain nombre de mesures était surtout une cohérence économique capitalistique. Alors, bien sûr que les mesures risquent de coûter très très cher, hein, donc l'État s'est fortement endetté par rapport aux questions de chômage temporaire, on a quand même un petit début de refinancement des hôpitaux et des soins de santé, mais je pense que très clairement, il y a le temps court, l'urgence d'aujourd'hui, et puis il y a le moyen et le long terme, et que cette crise doit nous permettre de réfléchir à un nouveau pacte social, et que ce pacte social soit aussi un pacte social et écologique, puisqu'on sait qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais que d'autres crises sont déjà présentes et nous attendent, et notamment toute une série de crises en lien avec la question environnementale et climatique. Et donc, sans doute qu'il faudrait pouvoir profiter aujourd'hui de tout ce que cette crise nous a enseigné pour anticiper et se demander finalement quel projet de société nous voulons collectivement pour demain, comment est-ce qu'on va assurer une cohésion sociale. Je parlais tout à l'heure des enjeux du travail, mais ça va s'aggraver hein, quand on voit aujourd'hui, comme on disait, l'augmentation de la flexibilité et de la précarisation. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que toute une série de personnes continuent finalement à avoir une confiance sociale, à se dire qu'ils font partie de la société et qu'ils ont envie d'y contribuer solidairement. Donc, je pense qu'on doit pouvoir réfléchir à ça. Mais sinon, je pense que dans l'urgence, il y a quand même des balises qu'on peut se donner, qui sont les balises, entre guillemets, d'une idéologie de gauche, d'une idéologie solidaire, d'une idéologie qui veut lutter justement contre les formes de précarité. Et c'est d'une part avoir des minima sociaux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. C'est la première des choses qu'on doit pouvoir garantir. Par ailleurs, on doit pouvoir permettre que les salaires minimums soient augmentés et qu'on ait de nouveau une marge de négociation salariale par rapport aux salaires. On doit aussi pouvoir se dire qu'il y a toute une série de services collectifs. Et quand je dis collectif, ce n'est pas uniquement les services publics, c'est aussi tout ce qui est le non marchand dans le domaine de la santé, de l'aide aux personnes âgées, qui soient vraiment refinancés et revalorisés pour qu'ils puissent jouer leur rôle et qu'ils puissent le jouer sans que les travailleurs soient mis dans des conditions comme on les a vues ces derniers mois. Et enfin, je dirais qu'il va falloir trouver des solutions pour
refinancer la sécurité sociale et je dirais l'étendre. Donc aujourd'hui, ce que la crise nous a montré, c'est aussi qu'il y a toute une série de personnes qui n'ont pas accès à cette sécurité sociale. Alors comment faire? Moi je crois qu'il y a quand même des recettes et on peut en parler. Et il faut une justice fiscale beaucoup plus importante. Aujourd'hui, quand on voit les milliards d'euros qui partent dans les paradis fiscaux, que ce soit par la fraude fiscale ou par les arrangements, les négociations, etc., il y a toute une série de choses qu'on peut quand même faire pour augmenter les recettes de l'État. Par ailleurs, je crois qu'il faut avoir un discours très clair sur la dette. Donc, pourquoi est-ce qu'un pays ne pourrait pas s'endetter pour refinancer son économie, une économie qui soit au service des gens et au service de la transition énergétique. Donc, je pense que ce sont des questions fondamentales et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un manque de débat démocratique autour de toutes ces questions-là. Donc, on parlait tout à l'heure des alliances. Finalement, je pense que ce sont des enjeux sur lesquels même les plus précaires ont beaucoup de choses à dire à partir de leur expérience, à partir de ce qu'ils vivent, à partir de ce qu'ils attendent de la société. Et donc, je dirais qu'on est un peu exclu du débat. Et or, je pense qu'il faudra mettre tout le monde autour de la table pour rediscuter de la société qu'on veut faire ensemble, de la cohésion qu'on veut mener. Et comme acteur d'éducation permanente, on est évidemment prêt à faciliter ce travail. Oui, ça renvoie évidemment, ta conclusion renvoie évidemment aux droits culturels et politiques et citoyens de ces personnes qu'on oublie malheureusement assez souvent. Céline, je vais te proposer de conclure cet échange très, très, très fructueux. Donc je vais être rapide, mais je voudrais quand même dire, donc, dans la question, il y avait aussi comment est-ce que l'Europe va finalement nous imposer aussi une direction. Et je fais le lien avec la démocratie. Moi, pour avoir vu la différence entre la conscience politique dans les régions et au niveau fédéral, déjà là, la distance est énorme. Ça veut dire que le social pour le fédéral, il n'y a aucune conscience de ce que vivent les gens. Dans une période de confinement qui va probablement un peu se prolonger, comme on le dit, la précarité est invisible déjà en temps normal, mais alors en confinement, il y a vraiment toute une série de personnes qui sont aux manettes qui ne voient pas la précarité. Donc il y a quand même un enjeu démocratique important à ce que cette conscience de la précarité aille quelque part au sommet, parce qu'on a aussi quelque chose à dire au niveau de l'Europe. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir de manière cynique, mais il semblerait que ce soit l'unique langage aujourd'hui de ceux qui ont les manettes, c'est de montrer que si ce n'est pas pour des raisons de valeur et de dignité, pour des raisons économiques, ça n'a aucun sens de faire tomber plus de 25%, 30% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Ça nous coûte un pont. Donc ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné le montrer, le chiffrer, le calculer, parce qu'il semblerait que ce langage-là, et j'ai pu le voir de très près, on était plus préoccupé sur la relance des magasins de voitures que sur le fait qu'il y avait toute une série de personnes qui vivaient dans 30 mètres carrés avec 3 enfants et qui risquaient de se taper dessus. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et donc sur la question de la transition écologique, etc., je pense que ce modèle du donut, dont on entend de plus en plus parler en Hollande, mais maintenant au niveau de la région bruxelloise, etc., de dire il va vraiment falloir relancer un marché du travail. Et on n'a pas l'occasion ici, mais le territoire zéro chômeur, etc., permettent probablement d'avancer là-dessus avec des emplois qui sont utiles pour les gens et qui sont bons pour la planète quelque part. Et là, il y a vraiment un double enjeu. C'est à la fois sur la relance du marché du travail, mais, et vous le verrez, le 17 octobre a pour thématique social-climat, donc fin du mois, fin du monde, même combat, c'est de dire tout ce qu'on met en place pour l'écologie doit avoir comme première porte d'entrée, c'est un peu ce que je disais d'entrée de jeu, le social. Ça veut dire que, par exemple, individualiser les droits, ça permet aux gens d'être cohabitants plutôt que de vivre seuls. Ça a tout son sens au niveau écologique. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut rénover les logements sociaux. On n'entendait pas. Maintenant que c'est bon pour la planète, on commence à l'entendre. Mais si on avait pris la porte d'entrée du social, eh bien, on se rend compte que ça tient la route. Même chose pour l'accès à l'alimentation. Il va falloir penser des choses pour pas qu'il y ait une partie de la population qui ait accès au marché bio et l'autre partie au Lidl. Tout ça je pense que les changements de paradigme, ils peuvent s'entendre, mais aujourd'hui, la voix n'arrive pas jusqu'aux plus hautes instances. Et donc là, il y a un vrai enjeu démocratique sur lequel
il faudrait vraiment avancer, crier un peu plus fort, être parfois un peu plus cynique. Quand on voit les méthodes de lobbying du secteur privé, je pense que nous sommes trop prudents. En tout cas, un grand merci à toi, Laurence, un grand merci à Céline. Vraiment, c'était de grande qualité. On pourrait évidemment continuer ce débat encore des dizaines de minutes, mais malheureusement, je dois conclure. J'avais dit que j'étais le gardien du temps. À une prochaine, en tout cas, et merci vraiment de votre contribution. À très bientôt. Merci à vous. Merci, bonne soirée.